Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, il fut le contemporain de François Ier, de Charles Quint et de Soliman le Magnifique, excusez du peu. Né en 1491, le roi d'Angleterre, Henri VIII, fait partie de ces personnages d'exception ayant vécu une époque elle-même exceptionnelle. Que l'on songe à la Renaissance, au développement de l'humanisme, mais aussi à la croissance de la réforme protestante. Or, notre Henri VIII, qui règne de 1509 à 1547, s'engage, lui, sur des territoires que personne n'a osé fréquenter jusqu'à présent. Jeune roi catholique, jeune roi pieux même, eh bien, il va devenir peu à peu un tyran sanguinaire et schismatique, son nom, vous le savez, étant à jamais associé à ce que nous appelons communément l'anglicanisme. Quelles sont donc les racines intellectuelles de l'anglicanisme? Quels sont les différends qui, peu à peu, vont assombrir les relations avec la papauté? Quel type de prince fut, au fond, Henri VIII? Que nous dit de l'Angleterre et de son avenir cette évolution religieuse? C'est ce que je vais voir avec mes deux invités, Jean-Pierre Moreau et Cédric Michon. Jean-Pierre Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à Sorbonne Paris 3 et vous avez publié il y a plusieurs années, il est toujours disponible, ce petit Que sais-je, Henri VIII et le schisme anglican, donc paru aux presses universitaires de France. Cédric Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Rennes. Je vous ai reçu il y a plusieurs mois pour une émission consacrée aux prélats. Le nom de l'émission, c'était La Crosse et le Sceptre. Et vous présentiez le rôle des prélats, le rôle de ces grands évêques dans le pouvoir politique à l'époque de la Renaissance. Et vous venez de publier un ouvrage absolument magistral, Henri VIII, donc le pouvoir, la démesure au pouvoir, pardon, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Et pour être complet, je souhaiterais aussi présenter à nos téléspectateurs cette petite collection que vous dirigez, Calippe. Alors, il s'agit là d'un petit ouvrage consacré à Cicéron, mais il y en a de très nombreux autres, Soliman le Magnifique, j'en parlais pendant l'introduction, Napoléon, Jackie Kennedy, Catherine de Russie, etc. Ce sont des petites biographies qui sont abordables. Vous couvrez l'ensemble du personnage en une centaine de pages. C'est ça, exactement. Le principe de la biographie, il y a deux publics qui sont visés. Sur des personnages célèbres comme Napoléon, l'idée c'est de se rafraîchir la mémoire, de clarifier ses idées. Et sur des personnages qu'on connaît moins, comme Soliman le Magnifique ou comme Rachel Carson qui vient de sortir, eh bien c'est une introduction avant éventuellement d'aller plus loin. Et c'est pour tout public. Alors je me tourne vers vous, Jean-Pierre Moreau. Je voudrais contextualiser en quelque sorte la naissance de l'anglicanisme. Et on ne peut parler de l'anglicanisme sans revenir sur l'importance de l'humanisme à l'époque. Parce qu'il existe un humanisme chrétien. Comment définir cet humanisme et comment est-ce qu'il influence l'Angleterre? C'est une école de pensée, disons, qui est très vivante, qui redécouvre les textes de base du christianisme, et en particulier qu'il les redécouvre dans le texte d'origine, en grec pour le Nouveau Testament, en hébreu pour l'Ancien Testament. Il y a des spécialistes de ces langues de plus en plus. Au début, ils sont très peu nombreux, mais à partir de la fin du XVe siècle, il y en a, comme Grocyn par exemple, et qui en plus d'Erasme, il y en a quelques-uns en Angleterre. Erasme vient de l'étranger, mais en Angleterre même, il y a 4 ou 5 personnes, dont Grocyn, Colet, qui est professeur à Oxford et qui va être prêtre à Londres, et qui vont renouveler la façon de lire les anciens textes, le Nouveau Testament surtout. Est-ce que ces personnages, ces humanistes, ont un projet de réforme ?
Pas du tout dans le sens où la réforme va s'imposer en Angleterre. Ils veulent modifier l'Église qui existe, la transformer, mais ils veulent la conserver, simplement la purifier. Ils ne veulent pas, ce que fera Luther ou d'autres, transformer, changer d'Église. Ils restent à l'intérieur de la structure traditionnelle. Ils veulent épousseter, si on peut dire, la foi. Ils veulent créer un nouveau mouvement de foi, en fait. C'est ça leur idée. Donner plus de vie à la foi, à la façon de vivre le catholicisme. Alors c'est un projet qui trouve ses racines, nous le disions juste avant cette émission, dans le XIVe siècle. En Angleterre, il y a aussi tout un mouvement qui tient à en quelque sorte réformer l'Église. C'est ça. Qu'on appelle en anglais un mouvement Lollard. On ne sait pas trop d'où vient ce mot Lollard. Lowland. Lollard, L-O-2-L-A-R-D, Oui. qui viendrait de l'allemand, du bas allemand, qui veut dire soit marmonner, soit chantonner, selon les racines que l'on veut trouver. Mais le mouvement existe depuis la fin du XVe, à la suite des écrits d'un professeur d'Oxford qui s'appelait Wycliffe, qui a traduit la Bible en anglais, qui va être une demande qui sera renouvelée beaucoup plus tard, qui veut modifier l'attitude des membres du clergé, qui veut prendre ses distances avec Rome aussi, déjà. C'est un mouvement qui est purement intellectuel dans un premier temps, mais qui va se développer au XVe siècle dans certains milieux, en particulier chez les artisans, chez les commerçants, dans certaines régions, dans le sud-est de Londres. Mais au début du XVIe siècle, c'est un mouvement qui est en perte de vitesse. Il a été contré, il a été anéanti, presque anéanti, par la politique officielle des rois d'Angleterre et du clergé anglais. Mais il survit dans quelques régions et dans quelques métiers des gens qui sont ces Lollards, qui veulent cette réforme, mais toujours à l'intérieur de l'Église. Ils ne pensent pas rompre avec l'Église officielle. Cédric Michon, on ne peut pas comprendre l'anglicanisme sans ce terreau de l'humanisme ? Il me semble effectivement que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a de ce point de vue-là une forme de spécificité anglaise. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ailleurs. On a d'autres mouvements, notamment ce qu'on a appelé dans le nord de l'Europe la devotio moderna, la dévotion moderne, qui est une imitatio Christi, une imitation du Christ. Donc il y a l'Église catholique est traversée à la fin du Moyen Âge par des aspirations réformatrices, mais comme le disait Jean-Pierre Moreau il y a quelques instants, qui sont des aspirations réformatrices qui ne sont pas schismatiques. Il s'agit de retourner à la pureté de l'Évangile. La pureté de l'Évangile, à la pureté des premiers siècles de l'Église. Mais c'est vrai que ce qui se passe en Angleterre avec le mouvement Lollard est quelque chose de spécifique, qui est assez différent de ce qui se passe ailleurs en Europe. Et puis je pense qu'il y a un autre, élément important. Il me semble, et sans rentrer dans les grands débats historiographiques, de ce qui fait bouger l'histoire, je pense qu'il y a à la fois les éléments structurels qui concernent les masses, et puis il y a également les éléments qui concernent ceux qui dirigent les États, qui dirigent l'Église. Et de ce point de vue-là, sans doute, j'ai envie de dire de manière indiscutable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un débat là-dessus, mais le personnage d'Henri VIII, la personnalité d'Henri VIII fait qu'il se passe quelque chose de différent en Angleterre d'ailleurs. Henri VIII a des points communs avec ses contemporains François Ier ou Charles Quint. Il est, comme eux, animé par un véritable intérêt pour les choses de la religion. Comme eux, ça peut paraître paradoxal, mais il se caractérise par son conservatisme, c'est-à-dire qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça a beau être un souverain schismatique qui a rompu avec la papauté et qui est à l'origine de la création d'une nouvelle église, l'anglicanisme. L'anglicanisme est assez loin, en fait, de ce que voulait Henri VIII, qui est fondamentalement un souverain conservateur. De ce point de vue-là, c'est la vraie question du débat sur la question temporelle et spirituelle dans la rupture avec la papauté. Jean-Pierre Moreau. À propos d'anglicanisme, je crois que pour que ça soit clair pour tout le monde depuis le début, on peut parler de véritable anglicanisme qu'à partir de la fin du XVIe siècle. Au début, c'est l'amorce d'un mouvement. Voilà.
Mais l'anglicanisme avec un isme à la fin, Oui. système de pensée, système C'est ça. ecclésiastique, ecclésiologique, c'est L'institution en plus place, tard. ouais, c'est ça. Deuxième moitié du siècle, et même dernier quart du siècle. C'est ça, c'est la fin du règne d'Élisabeth Ier d'Angleterre. À partir du moment, oui. Vous anticipez une de mes questions, mais ce n'est pas grave, on ne va pas faire d'anachronisme. On a évoqué la réforme avec, pour le coup, un grand R, la réforme luthérienne. Est-ce que notre roi Henri VIII a une certaine appétence pour la pensée luthérienne ou il veut véritablement s'en démarquer? Absolument pas. Il est absolument opposé à Luther. Il va écrire contre Luther. Il va écrire un livre sur les sacrements pour contester la vision réductrice de Luther, ce qui va lui valoir le titre de défenseur de la foi catholique traditionnelle. Et les rapports entre Luther et Henri VIII sont marqués par des injures réciproques. Ils n'arrêtent pas de se détester. Luther s'opposera aux idées religieuses d'Henri VIII, s'opposera même à l'idée de divorce. On parlera tout à l'heure du divorce, bien sûr. Henri VIII demande un divorce. Luther conteste l'idée qu'il puisse y avoir un divorce, comme toute l'Église catholique d'ailleurs. Cédric Michon, c'est l'apologie des 7 sacrements. Il y a une véritable volonté de se démarquer, parce que c'est vrai que nous, Français, qui regardons les Anglais de notre côté, on ne fait pas trop la différence. C'est dans les conversations informelles qu'on peut avoir. Voilà, on ne fait pas la différence entre anglicanisme et luthéranisme. Il y a une coupure. Très clairement, je rejoins exactement ce que disait Jean-Pierre Moreau. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, dans le cas d'Henri VIII, dont la politique religieuse peut apparaître très confuse, on a l'impression qu'on pourrait la résumer en disant un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas sur le côté à gauche, et puis 2 pas à droite, et puis on recommence dans tous les sens. Et donc, on a une impression de surplace, d'aller-retour très, très complexe. Qui est exact, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas facile à suivre. D'ailleurs, je suis assez admiratif de votre que sais-je de ce point de vue-là, qui présente bien la manière dont les choses se sont passées. Mais donc, malgré cette impression de confusion, il y a quelques fondamentaux chez Henri VIII qui ne bougent pas du tout au début, au milieu, à la fin. Et son hostilité au luthéranisme en fait partie. Et de manière d'ailleurs assez amusante, je dirais a posteriori, dans effectivement le traité qu'il publie en 1521 pour défendre les 7 sacrements, dont certains sont contestés par Martin Luther. Bon, c'est un traité qu'il n'écrit pas tout seul, il est assisté par un certain nombre dont Thomas More. Dont Thomas More, exactement, de penseurs importants et de théologiens importants de son entourage. Et ce qui est amusant, c'est que dans ce traité, qui lui vaudra effectivement le titre de défenseur de la foi, il exalte la suprématie pontificale. Et on sait par les échanges qu'il a avec Thomas More que Thomas More lui dit d'y aller peut-être un peu plus doucement sur cette exaltation du pouvoir pontifical en disant on ne sait pas, lui dit Thomas More, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On peut changer de pape. Voilà. Il peut y avoir un autre pape. C'est ça. Et donc ça pourrait vous poser un problème. Et là, Henri VIII tient ferme et dit non, c'est ce que je crois. Et donc il maintient ça. Et donc ça fait sourire quand on connaît les tensions entre Henri VIII et les papes successifs, Clément VII, Paul III, etc. Pourquoi oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, il faut dire que c'est pas le schisme en Angleterre n'est pas une demande spirituelle, une demande du peuple qui voudrait changer la façon de vivre sa foi. C'est une révolution étatique, disons. Ça vient d'en haut, c'est imposé par non seulement le roi, mais ses conseillers les plus proches, dont Thomas Cromwell. Ce n'est pas une demande qui vienne du peuple ou du bas. C'est imposé par le haut. Alors on va parler, on va y venir. On va pas anticiper, mais avant peut-être, pourquoi Henri VIII, Cédric Michon, c'est le monarque anglais le plus célèbre de l'histoire? Vous le comparez même à Guillaume le Conquérant. Sans doute parce qu'il se passe au cours du règne d'Henri VIII des choses qui sont sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre. Et alors on évoquait tout à l'heure, avant le début de l'émission, le parallèle qui est fait parfois entre le Brexit et puis le schisme d'Henri VIII avec la papauté, qui effectivement est un parallèle qui est pas très pertinent, en ce sens qu'il fait fi de toute une série de différences fondamentales entre la situation d'aujourd'hui, la
dimension politique, économique, politicienne même, j'ai envie de dire, du Brexit par rapport à quelque chose qui, ceci dit, on y reviendra sans doute tout à l'heure, sur les causes formelles de cette rupture sont liées à l'infertilité d'un couple, en grande partie, qui est le fait que Henri VIII ne parvient pas à avoir un fils avec son épouse Catherine d'Aragon. Mais pour répondre à votre question sur ce qui se passe d'important dans ce règne et qui constitue de ce point de vue-là, à mon sens, une rupture, c'est le fait que à partir du règne d'Henri VIII, on a l'impression que l'Angleterre sera toujours à la fois dedans et dehors à la fois par rapport au reste de l'Europe. C'est-à-dire que si vous regardez les 2 derniers millénaires de l'histoire de l'Angleterre, ou je dirais l'histoire du territoire qui est occupé aujourd'hui d'ailleurs par l'Angleterre, l'Écosse, etc., je dirais que si vous prenez il y a 2000 ans, l'Angleterre, l'île est envahie par Jules César et le territoire devient partie intégrante de l'Empire romain. Par la suite, l'île est christianisée et donc participe à l'histoire des premiers siècles de l'Église chrétienne en Occident. Et puis l'Angleterre, au moins de manière très significative à partir de l'invasion de Guillaume le Conquérant, participe directement à l'histoire politico-dynastico-militaro, ce que vous voulez, de l'Occident, avec Aliénor d'Aquitaine, avec la guerre de 100 ans, évidemment. Et puis à partir d'Henri VIII, c'est comme s'il y avait un scénario qui était rédigé et qui va se rejouer sans cesse, et qui fait vraiment de l'Angleterre un territoire particulier en Europe. On aura sans doute l'occasion de revenir là-dessus aussi sur les évolutions politiques liées aux évolutions religieuses, mais l'Angleterre est le premier royaume à décapiter un roi 150 ans avant le roi de France. L'Angleterre innove économiquement par la révolution agricole, puis la révolution industrielle. L'Angleterre est le seul grand royaume qui résiste à l'emprise napoléonienne en Europe. C'est la dernière grande puissance qui résiste à l'invasion hitlérienne. L'Angleterre ne participe pas à la création de la communauté européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et l'Angleterre est le premier pays à quitter l'Union européenne. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on a un peu l'impression qu'encore une fois que se met en place une espèce de scénario particulier qui va se rejouer sans cesse par la suite. Jean-Pierre Moreau, une première analyse du personnage d'Henri VIII nous pousserait en fait à le considérer dans sa brutalité, dans son inconséquence. Or, l'analyse doit être plus nuancée. C'était pas un roi bête, c'était pas un roi fou non plus. Non, certainement pas. Il a des prétentions théologiques qui sont peut-être un petit peu au-delà de ses capacités, mais il se prend lui-même pour un théologien. Il corrige certaines confessions de foi qu'ont préparées les évêques, par exemple, en 1537, une confession de foi qu'il va refuser dans un premier temps, qu'il va corriger par la suite, il va donner des conseils aux évêques, et il se prend pour un personnage central, pas simplement d'un point de vue politique et séculier, mais d'un point de vue religieux, purement religieux. Cédric Michon. Oui, effectivement, je rejoindrai tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est clairement pas un personnage idiot. Ça, vous avez formulé 2 hypothèses, la folie et la bêtise. Je ne sais plus quels étaient les mots que vous avez employés, mais c'était ça l'idée. Alors, je pense que sur la bêtise... La brutalité et l'inconséquence. Alors ça, oui, ça, les deux... Non, mais après, vous avez rajouté quelque chose sur la brutalité et l'inconséquence. Un roi bête et fou. Bête et fou, voilà, c'est ça. Donc bête, non. C'est clair, on peut le prouver. C'est un énorme travailleur. C'est quelqu'un qui comprend assez bien les enjeux. Sur la folie, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais je serais plus réservé sur le diagnostic à poser sur le personnage. Moi, il me semble, et pour rester dans les anachronismes par rapport au Brexit tout à l'heure, c'est une comparaison qui est faite au sein de l'université américaine régulièrement récemment, entre Henri VIII et Donald Trump, en disant, un certain nombre d'historiens américains parlent du Trumpisme d'Henri VIII. Et je m'étais interrogé sur je dirais, la pertinence du parallèle et les points communs qu'il pouvait y avoir entre les deux, sachant que l'idée qu'ils sont idiots et qu'ils changent tout le temps d'avis, qu'ils sont brutaux et que ça
ça semble être parfois la limite soit de la bêtise, soit de la folie, c'est quelque chose de clair. Alors sur la bêtise, encore une fois, non, il y a une intelligence politique des deux. Alors après, sur la question de la folie, je me suis dit, si on pose, et encore une fois, je n'ai pas de prétention particulière, ni à la psychiatrie, ni à la psychologie en général, mais les points communs entre les deux hommes, c'est une très grande immaturité psychologique, c'est-à-dire que ce sont des enfants. Même à 50 ans, Henri VIII est encore un enfant. Et de ce point de vue-là, il y aura une analyse à faire, que je fais d'ailleurs dans le livre, des portraits d'Henri VIII, des portraits de son fils, dans lesquels il se compare à son père, Henri VII, et où il propose à son fils, le futur Édouard VI, de tracer une route en disant, en gros, n'essaye pas d'égaler ce que moi, ton père, j'ai fait, tu n'y arriverais pas. C'est écrit noir sur blanc, en latin, sur le portrait par Holbein, et qui est quelque chose qui est sans comparaison possible dans la France de François Ier ou dans l'Empire de Charles Quint. Voilà, c'est-à-dire que cette espèce d'immaturité psychologique qui est liée à un narcissisme pathologique, qui sont deux caractéristiques, c'est quelque chose qui n'est pas du tout appliqué de la même manière, enfin qu'on n'observe pas du tout chez les contemporains d'Henri VIII ou chez ses prédécesseurs immédiats, que ce soit Ferdinand d'Aragon en Aragon, son père Henri VII ou Louis XII en France. Ensuite, il a une énergie débordante, donc immaturité psychologique, narcissisme pathologique, très grande énergie, très grand goût du pouvoir avec la brutalité, et c'est ça en fait qui fait que moi, en rédigeant cet ouvrage, qui est le fruit de 25 ans de travail, mais la rédaction a été beaucoup plus courte, en fait, dans les mois au cours desquels je rédigeais cet ouvrage, je me disais, mais j'avais vraiment l'impression d'entrer dans quelque chose qui ressemble à la folie. C'est comme si Henri VIII faisait sauter successivement les digues, une digue après une autre digue après une autre digue, et où on est obligé de se poser la question, effectivement, de l'équilibre psychologique du personnage. Jean-Pierre Moreau. Je crois que les choses se sont développées plus lentement. Ouais. Pendant une certaine période, il devient roi en 1509. Et bon, la goût du pouvoir, on le sent tout de suite quand il fait exécuter 2 ans après 2 des conseillers de son père qui étaient trop impopulaires. Les faire exécuter renforce sa popularité. Peut-être pas son pouvoir, mais sa popularité. Mais ensuite, il semble qu'il y ait une période, pendant une dizaine d'années, où il laisse peut-être les choses se développer. Je parle sous la. Non, mais je vous rejoindrais, et je dirais même 20 ans peut-être. Je pense qu'il devient roi en 1509, et jusqu'à la fin de la décennie 1520, donc pendant presque 20 ans, il n'y a rien de très choquant, si on compare encore une fois. Au milieu de la décennie au moins. Voilà, c'est ça. Donc une grosse quinzaine d'années, on peut transiger là-dessus. Il sait s'entourer, Voilà. Il sait s'entourer de conseillers, et il leur laisse une grande liberté, en particulier au cardinal Wolsey. Qui va être évêque, archevêque, cardinal, légat du pape, noté à vie. Et c'est lui qui va diriger l'Angleterre depuis l'arrivée au pouvoir de Wolsey vers 1515 à peu près, jusqu'à pendant une bonne dizaine d'années, une quinzaine, peut-être moins de 15 quand même. Ouais. Et pendant ce temps-là, Henri VIII ne donne pas l'impression d'être le monstre qu'il va devenir. Il est en retrait, il laisse... Enfin, Alors, je ne dirais pas qu'il est totalement en retrait, et clairement, Thomas Wolsey a une liberté d'action que n'aura pas Thomas Cromwell dans les années 1540. Donc ça, c'est vrai qu'il est moins investi que dans la seconde moitié du règne. Mais là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'effectivement, c'est un prince de la Renaissance, il est magnificent, il est tonitruant, il est égocentrique, égotique, narcissique, tout ce que vous voulez. Voilà. Tout ça, c'est assez classique, mais... rien que de... Voilà, c'est pas très grave, docteur. Ça va venir plus tard. Voilà. C'est la fin des années 20. C'est ça. Et là, tournant. C'est exactement ça. C'est à partir du moment où il commence à considérer qu'il a un problème dynastique parce qu'il n'a qu'une fille survivante, il a eu beaucoup d'enfants avec Catherine d'Aragon, sa première épouse, et notamment des fils, mais qui sont tous morts, soit qui étaient des bébés morts-nés, soit qui sont morts dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi leur naissance. Et là, il se dit, j'ai un problème de succession, et de ce point de vue-là, ça va peut-être reboucler sur votre première question, qui est le contexte général. Il faut rappeler que la situation, je dirais, politique en Angleterre, au début du XVIe siècle, est sensiblement différente de la situation politique dans les autres grands royaumes occidentaux, notamment le royaume de France, de Castille ou d'Aragon. C'est-à-dire que sur les 86 ans qui séparent 1399 de 1485, qui est l'arrivée au pouvoir de Henri VII,
le père d'Henri VIII, sur ces 86 ans, vous avez 6 rois d'Angleterre qui sont déposés, parfois exécutés, et notamment dans le contexte de la guerre des 2 Roses, dans la seconde moitié du XVe siècle. Donc il y a une instabilité politique dans le royaume d'Angleterre qui est très forte et qui est pas comparable, je dirais, à la situation en France, malgré la guerre de 100 ans, malgré la folie du roi Charles VI, malgré le petit roi de Bourges Charles VII, qui met près de 20 ans à reconstituer un pouvoir royal solide. Mais c'est sans commune mesure avec l'instabilité politique de l'Angleterre du XVe siècle. Donc ça veut dire qu'il a peur qu'il n'y ait pas de succession. C'est ça, il est né là-dedans. La dynastie est fragile. Voilà. Ils ont son père, Henri VII, et lui, Henri VIII, sentent que la dynastie est fragile. Il y a eu 30 ans de guerre civile. En 1485, quand Henri VII devient roi, on ne sait pas que c'est terminé. Nous, aujourd'hui, on sait que, en dehors de 2 ans plus tard, il y a eu quelques combats, mais on sait que c'est terminé. Pour eux, ça peut recommencer à tout moment. Il peut y avoir des factions, il y a des prétendants qui peuvent surgir, et la fragilité de la dynastie est quelque chose qui lui reste continuellement en mémoire. Et lorsqu'il va falloir assurer la succession, justement parce qu'il n'y a pas de fils et pas de garçon, il va y avoir toute une transformation psychologique peut-être d'Henri VIII, transformation du royaume. C'est ça. Donc c'est le fait, parce que un roi pieux, un roi catholique, un défenseur de la foi, quand est-ce qu'il bascule ? Il bascule parce qu'il n'arrive pas à avoir de successeur avec Catherine d'Aragon ? C'est ça. Alors, sachant que c'est un problème, en fait, il y a quelqu'un qui est sa fille Marie, qui d'ailleurs régnera plus tard sous le nom de Marie Tudor, Bloody Mary, Marie la sanglante. Donc, sachant que l'Angleterre ne connaît pas la loi salique qui a été instaurée en France à partir du milieu du XIVe siècle, Henri VIII pourrait miser sur sa fille, Marie, pour être la souveraine qui devrait lui succéder. Mais, je dirais, l'obsession de la primogéniture masculine, même chez un Anglais, est importante encore à cette époque-là, on le voit bien, et donc il considère qu'il faut un fils. Et arrive un moment où, biologiquement, il pose un diagnostic, là encore, qui est sans doute assez fiable, qui est que Catherine d'Aragon ne lui donnera pas de nouveaux enfants, donc pas de nouveaux enfants, ça veut dire pas de garçons. Et donc, il cherche dans ces cas-là à faire quelque chose qu'un certain nombre de ses homologues rois ou princes ont fait dans les siècles qui ont passé, avec des papes qui étaient généralement assez arrangeants, c'est l'annulation de son mariage. Alors pas de divorcer au sens où le divorce n'est pas possible dans l'Église catholique, même avec l'appui du pape. Mais dans ces cas-là, le pape donne une dispense en disant qu'en fait le mariage n'a jamais été valable. Mais le problème auquel est confronté Henri VIII, c'est que son épouse, c'est Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, qui est la tante de Charles Quint. Charles Quint, dont les armées ont mis à sac Rome en 1527, et donc dont les armées sont présentes. Donc le pape n'a pas de marge de manœuvre, il est entre les mains de l'empereur qui n'a aucune envie de faire partie d'une famille dont la tante puisse être répudiée par un prince occidental. Donc Clément VII est peu arrangeant en fait et refuse... Clément VII le pape. Clément VII le pape est peu arrangeant et refuse d'annuler ce mariage. Et donc c'est là qu'on va basculer. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec la folie, qui est juste, au départ, Henri VIII et ses conseillers cherchent des solutions. Donc, la solution, c'est d'abord la négociation, voilà, essayer de convaincre le pape, essayer d'obtenir du pape que la décision de l'annulation éventuelle du mariage soit prise en Angleterre, et non plus à Rome, avec un légat qui est Thomas Wolsey, dont nous parlait Jean-Pierre Moreau tout à l'heure, qui est le chancelier d'Henri VIII, cardinal et archevêque d'York, qui prendrait cette décision dans une cour avec un autre légat qui aurait été envoyé par le pape. Cela ne fonctionne pas. Et donc, progressivement, en fait, Henri VIII va passer d'une contestation de son mariage à une contestation sans rentrer dans les détails, mais en fait, ce mariage n'a été possible que par une première dispense pontificale, parce qu'en fait, Catherine d'Aragon a été mariée au frère aîné de Henri, qui est mort assez jeune. Et donc, Henri VIII a épousé la veuve de son frère. Henri VIII, en fait, n'aurait jamais dû être roi. C'est son frère. Et donc, c'est le motif qui est invoqué. Voilà. Et donc, c'est le motif. Et donc, le roi dit non, le pape dit non, cette dispense était valable. Donc,
Henri VIII va contester la légitimité du pape à accorder ce type de dispense, puis ça ne suffira pas, et il va finir par contester la légitimité du pape tout court et prendre la main sur son Église. Oui. Jean-Pierre Moreau. Je crois que l'échec d'Henri VIII, lorsque les deux légats du pape, Wolsey et Campeggio, refusent de donner un verdict, en 1529, c'est le moment du basculement d'Henri VIII, je crois. À partir de là, il n'est plus possible, pour Henri VIII, il n'est plus possible de trouver une solution qui lui convienne. La solution à laquelle il avait pensé, faire annuler son mariage par les deux légats et faire enregistrer cette décision des deux légats par le pape, par Clément VII, c'est plus possible. À partir de là, il va falloir choisir d'autres solutions. C'est à partir de là qu'il va commencer d'autres manœuvres, en particulier demander aux universités françaises, italiennes et allemandes, il y a une université allemande, et espagnole, oui, de donner un avis qui, il l'espère, sera celui qu'il attend, lui. Favorable donc à l'annulation du mariage. C'est ce qu'il y a de très intéressant parce que ça montre aussi l'intelligence du personnage, c'est qu'il n'impose pas son point de vue. Il y a des débats juridiques au sein même des institutions pour savoir si c'est possible ou pas. Il fait rechercher dans des textes, dans des bibliothèques en particulier italiennes, faire rechercher des documents qui pourraient justifier le fait qu'il est tout puissant, qu'il a le droit de répudier son épouse, qu'il a le droit de surtout pas de créer une nouvelle religion. Absolument. Il n'est pas question de ça à ce moment-là, du tout. Simplement, il veut trouver une solution à son problème immédiat. C'est ça. Et donc, il va mobiliser des théologiens, des humanistes, des philologues, des juristes très, très nombreux pour essayer effectivement de trouver, de collecter en fait toute une série d'arguments qui légitimeraient que le mariage n'a jamais été valable. Et ce qui est intéressant, et encore une fois là, on n'est pas du tout dans la folie pour le coup, on est vraiment dans une démarche très rationnelle qui cherche une solution, mais en gros, il est ouvert à toutes les solutions, y compris à des solutions qui n'ont pas été retenues, comme par exemple la polygamie. C'est-à-dire que dans des arguments, et c'est ça qui est bien avec Henri VIII, c'est qu'il annote comme un bon élève, il annote tous les rapports qu'on lui envoie. Donc on a avec son écriture, qui est très reconnaissable, qu'une écriture une écriture bâton, un peu à l'américaine, à l'américaine, un anachronisme, pas évidemment de voilà. On a bien compris. C'est très différente de l'écriture, je dirais manuscrite d'un François Ier, par exemple, ou d'un Charles Quint, qui est un peu une écriture d'enfant. Il y a un document qu'on lui envoie en insistant sur le fait que les prophètes de l'Ancien Testament étaient polygames. Et le commentaire qu'il met, avec son écriture bien particulière dans la marge, c'est si ça n'est pas contre la loi de l'Ancien Testament pour les prophètes, ça n'a pas de raison que ce soit contre la loi des rois très chrétiens. Et donc, il y a un moment, on a 2-3 témoignages qui montrent qu'il examine la possibilité de la polygamie. Tout à fait. Manifestement, il comprend que ça va être compliqué, donc il abandonne cette option. Mais c'est une des options qui est sur la table à un moment. La bigamie, pour certains, la bigamie est préférable au divorce. Ouais. La bigamie, dans l'ordre des valeurs, est préférable. On ne va pas donner de conseils. Comment réagissent les Anglais quand le point de rupture est atteint avec le pape Clément VII, puis ensuite avec l'excommunication, parce qu'il sera excommunié par Paul III. Comment réagissent les Anglais? Est-ce qu'il y avait un sentiment anti-clérical en Angleterre à cette époque-ci? Alors, certains historiens de la fin du XXe siècle, en particulier Arthur Dickens, ont insisté sur le déclin du christianisme. Mais il y a une réaction des historiens qui a suivi, et aujourd'hui, personne ne dit qu'il y avait un déclin radical, une attente d'un renouveau que le roi allait accorder au pays. Non, il n'y a pas de rupture de l'Église. Mais je crois que les Anglais vont être pris par surprise par les décisions qui vont être imposées d'en haut par le roi et surtout par son ministre Cromwell, quand Cromwell devient son second dans les questions religieuses. Il le dit vice-gérant des affaires spirituelles. C'est un vicaire du royaume. Un laïc qui devient vicaire
et qui a le droit d'intervenir dans la vie du clergé, dans l'organisation des monastères. Il y a un changement complet. Mais ça se fait en haut. Le peuple n'est pas consulté à aucun moment. Même le Parlement, on pourra reparler du Parlement, qui a un rôle très particulier à jouer ici. Le Parlement, on ne le réunit que très exceptionnellement. Ce n'est pas une institution qui est en place. On a calculé, ou les historiens ont calculé qu'entre 1500 et 1529, il y avait eu 5 ou 6 réunions du Parlement à l'initiative du souverain, qu'au total, les sessions n'avaient duré que 360 jours à peu près, l'équivalent d'une année. Sur 29 années civiles, il y a l'équivalent d'une année pendant laquelle, années très, très, très séparées, le Parlement a siégé. Donc tout va se décider en haut. Le pays n'attend pas qu'il y ait eu un schisme, surtout pas. Et pris par surprise, et il y aura très peu de réactions dans l'immédiat. Alors, il y a un personnage qui joue un rôle majeur, que nos téléspectateurs connaissent bien, c'est Thomas More. Alors, il y a deux personnages, en fait, qui vont être décapités, c'est Thomas More et John Fisher. On connaît bien Thomas More, on ne connaît pas John Fisher. Oui, effectivement, décapité à quelques semaines d'écart en 1535. Ce sont deux personnages. Alors, il y a beaucoup de personnages qui sont exécutés au cours du règne d'Henri VIII. Il y a 2 de ces 6 femmes. Il y a son secrétaire Thomas Cromwell dont on parlait tout à l'heure. Il y a toute une série de nobles, d'aristocrates, etc. Les chartreux de Londres sont mis à mort de manière très très brutale, etc. Mais c'est vrai que les personnages de très haut niveau qui sont exécutés dans le cadre de cette histoire d'annulation du mariage et puis de prise de contrôle de l'Église d'Angleterre par Henri VIII, ceux qui résistent véritablement et qui sont prêts à payer le prix le plus élevé, à savoir leur propre vie, c'est Thomas More et John Fisher, qui partagent des analyses assez proches. John Fisher est très proche de Catherine d'Aragon. Il fait partie d'ailleurs de l'équipe de juristes et de théologiens qui défend la position de Catherine d'Aragon. Il est fait cardinal peu de temps avant sa mort, ce qui d'ailleurs laisse supposer que peut-être que cette promotion à la pourpre cardinalice est l'une des raisons de sa condamnation à mort. Et je dirais que l'un comme l'autre, la condamnation à mort des 2 hommes est un peu une faute politique de la part d'Henri VIII. Alors, je ne parle pas de la faute morale, je veux dire, on n'exécute pas les gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est d'accord. Mais c'est une faute politique en ce sens que John Fisher est une autorité morale. C'est un évêque de Rochester. C'est un évêque qui était déjà proche de la grand-mère d'Henri VIII. C'est un évêque qui a refusé des propositions de promotion sur des sièges beaucoup plus rémunérateurs que l'évêché de Rochester, qui est l'évêché le plus pauvre du royaume d'Angleterre. Donc c'est vraiment une incarnation de l'intégrité morale. Thomas More, c'est un peu pareil, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a une telle réussite dans sa carrière juridique, dans sa carrière. Il se présente comme un courtisan réticent. Il est difficile de croire qu'un courtisan réticent monte à chaque fois au plus haut sommet. Mais je pense que leur exécution est révélatrice de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la conception du pouvoir d'Henri VIII et son refus qu'on lui résiste. C'est-à-dire que Henri VIII non seulement veut que les gens cèdent, mais il veut qu'en plus de céder, ils lui disent qu'il a raison. Là, par exemple, sur Thomas More était prêt à prêter le serment de fidélité et de reconnaissance du nouvel acte de succession, en fait, mais il y avait un préambule qui expliquait que le mariage n'avait jamais été légitime, et c'est ce préambule qui est assez secondaire, en fait, auquel Thomas More refusait de souscrire. Et
Thomas Cranmer, qui est archevêque de Canterbury, qui est avec Thomas Cromwell un des conseillers principaux d'Henri VIII sur ses affaires religieuses, dit à Henri VIII, Thomas More et Fisher d'ailleurs sans doute, si on leur demande juste d'accepter le nouvel acte de succession, que Marie ne pourra pas succéder à son père, etc., etc., ils le feront. Il faut juste pas leur demander de souscrire à l'ensemble du texte. Et après, ils se tairont. Et Henri VIII ne veut pas. Il dit non, ça suffit pas. Je veux pas simplement qu'ils ne s'opposent pas à moi. Je veux qu'ils boivent le calice jusqu'à la lie. Peut-être même au-delà de ça, je veux qu'ils soient d'accord avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il est au-delà. Donc c'est là où il y a un viol de la conscience. C'est là qu'il y a un viol de la conscience, et c'est là qu'on tombe sur la faille narcissique de Henri VIII, qui ne peut pas accepter qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Ça ne lui suffit pas d'écraser. Il faut que celui qui est écrasé dise oui, non, mais en fait, tu as raison. En fait, tu as raison. Et ça, c'était quelque chose de spécifique d'Henri VIII. Qui le fait qu'il ne voit pas simplement à l'efficacité, il veut qu'on soit d'accord, et d'autant plus, et là il y a presque une dimension toujours un peu psychologisante dans l'analyse, mais je dirais d'amitié déçue, c'est-à-dire que Henri VIII a bien perçu l'intelligence exceptionnelle qui était celle de Thomas More, et donc il a besoin que Thomas More soit d'accord avec lui. Ouais. Jean-Pierre Moreau, comment se théorise là? Il y a une rupture avec la papauté. Comment se théorise ce que l'on appellera plus tard l'anglicanisme? Comment, au fond, Henri VIII décide d'organiser son Église? Mais il considère que Dieu lui a donné le pouvoir, qu'il n'a pas de compte à rendre à personne, que tout le monde doit lui obéir, comme disait Cédric. Il ne veut pas entendre parler du Parlement. Dans un premier temps, il ne veut pas que ce soit le Parlement qui lui accorde sa supériorité, son autorité sur l'Église. Il l'impose. Il considère que tous les rois d'Angleterre l'ont toujours eu, que certains ne l'ont pas utilisé parce qu'ils étaient trop faibles. Lui, il est fort, il va utiliser ce à quoi il a droit. Donc, il va être le chef de son Église. Pour lui, ça paraît naturel. Il ne pense pas qu'il doit se soumettre au pape. Personne au-dessous de Dieu n'est au-dessus de lui. Personne au-dessous de Dieu n'est au-dessus de lui, pas le pape. Il a le droit d'organiser l'Église comme il l'entend. Mais alors, il définit plusieurs articles de cette nouvelle Église. Il y a notamment les 6 articles, si mes souvenirs sont bons, donnant le nombre de sacrements, etc. Ça va changer continuellement. La doctrine religieuse va changer tout au long de son règne. Il y a des étapes. On peut considérer qu'il y a une première période où il y a des pas qui sont faits vers le luthéranisme, en particulier parce qu'il a besoin de soutien à l'étranger, il a besoin du soutien des princes protestants allemands, de la Ligue de Smalkalde. Il donne des gages, d'une certaine façon, aux réformateurs. Ça, c'est entre 1534 et 1539. À partir de 1539, il y a une reprise en main, un retour à la doctrine traditionnelle de l'Église, le nombre de sacrements, le mariage des prêtres est interdit. C'est ça, mais c'est ça. Et il y a des choses sur lesquelles il ne transige pas. Et donc, par exemple, le mariage des prêtres. Il reste très orthodoxe, au fond. Il est très orthodoxe. C'est un souverain conservateur. Encore une fois, ça paraît paradoxal, mais le mariage des prêtres, il n'en est pas question. La question de la part des bonnes œuvres dans le salut, l'idée qu'on n'est pas sauvé simplement, je veux dire, que c'est un élément essentiel. Il ne transige pas là-dessus non plus. Et en fait, ce sur quoi il va progressivement insister, c'est sur l'importance des Écritures saintes, en disant les Écritures saintes sont ce qu'il y a de plus important, bien plus important que la tradition et bien plus important que le pape lui-même. Et de ce point de vue-là, ce que disait Jean-Pierre est très important. Il disait tout à l'heure, en résumant pour moi de manière très claire, personne en dessous de Dieu n'est au-dessus d'Henri VIII. Et ça, c'est illustré par Hans Holbein il fait plusieurs bois gravés pour les traductions successives de la Bible. Parce que c'est vrai que c'est toujours assez brouillon avec Henri VIII. On a des traductions qui sont limite hétérodoxes, mais validées par le roi. Donc il y en a une autre qui est faite dans la foulée. Et on voit bien dans les bois gravés, je veux dire, le premier bois gravé nous présente Henri VIII en train de distribuer aux laïcs et aux évêques
évêques qui sont la tête couverte en bas de la gravure. Et sur la gravure de 1540, Henri VIII est tout en haut de la gravure et avec Dieu juste au-dessus de lui, oui. et les évêques ont la tête découverte. Et on a vraiment l'impression, en fait, c'est comme une usurpation de représentation où on a l'impression il est quasiment dans une position christique. Il y a Dieu, l'Esprit Saint et le Christ en dessous. Sauf que le Christ, en l'occurrence, c'est Henri VIII. Alors, il reste 7 minutes. J'ai une question très importante parce que il va y avoir quand même une révolution. Les monastères sont liquidés. Vous évoquiez les chartreux de Londres qui sont... qui visent un supplice absolument incroyable. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je renvoie à votre ouvrage. Les écoles, les universités, les hôpitaux ne reçoivent plus de subventions. Il y a eu une offensive contre ce qu'on dirait le clergé. Oui, très nettement. La première offensive, elle apparaît en 1529 au Parlement qui va devenir ce qu'on appelle le Parlement de la Réforme. Et là, il y a un groupe de députés, des juristes essentiellement, qui font des propositions de loi à l'encontre du clergé, qui vont à l'encontre des droits du clergé. À partir de là, il va y avoir toute une série de lois qui vont affaiblir le clergé. Et le point de basculement ici, c'est 1532, lorsque le clergé se soumet au roi. 1532, qui, le lendemain de la soumission du clergé au roi, Thomas More, dont on parlait tout à l'heure, démissionne de son poste de chancelier, le poste de Premier ministre, en fait. À partir de là, tout va être possible. Un mouvement vers le luthéranisme jusqu'en 1539, et ensuite une reprise en main du roi qui impose ses idées traditionnelles sur la messe elle-même, sur le rôle du clergé. Et donc, petit à petit, on revient vers quelque chose qui est orthodoxe. Sauf que, au moment où il va mourir, il va faire un testament qui va ouvrir la voie aux réformateurs. Il a fait éduquer ses enfants par des réformateurs. Alors que lui-même, lorsqu'il va mourir, demande des messes, on parlait de messes pour le repos de l'âme, dans une perspective très traditionnaliste, il va demander je ne sais pas combien de milliers de messes pour son âme, qui n'est pas du tout la position des radicaux de son gouvernement. Mais il va transmettre le pouvoir, faire passer le pouvoir à des gens qui sont le contraire de ce qu'il était lui-même. Alors, vous avez utilisé le terme de réforme, j'ai utilisé le terme de révolution avec un point d'interrogation. Cédric Michon, il faut parler de révolution henricienne ou bien de réforme ? Est-ce que c'est un roi au fond humaniste qui voulait revenir à la pureté des origines et au texte évangélique et même à l'Ancien Testament, ou bien c'est un roi révolutionnaire qui véritablement fait table rase de toute une partie du passé, dont le rôle des ordres religieux, puisqu'il fait détruire des monastères? De ce point de vue-là, je dirais que vous remettiez sur la table l'histoire des monastères, c'est une très bonne idée en fait, parce que c'est un bon exemple de ce qui se passe et qui fait qu'on ne peut pas qualifier Henri VIII de roi idéaliste qui se contenterait en fait de défendre des valeurs auxquelles il croit. Vous savez, dans la vie, pour justifier ses actions, on a toujours deux raisons. On a une bonne raison et on a la vraie raison. Sur les monastères, c'est ça qui se passe. Les monastères sont dissous par Henri VIII pour des raisons spirituelles. Il invoque des raisons spirituelles en disant les choses sont scandaleuses là-dedans. Ce n'est pas du tout la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il a fait analyser les revenus de l'Église d'Angleterre, parce qu'il se doutait que c'était quelque chose d'important. Et en fait, ces revenus sont absolument considérables. Le résultat de l'enquête qui est lancée par Thomas Cromwell révèle que l'Église d'Angleterre est prodigieusement riche, et en particulier les monastères. Et donc, il les dissout en commençant par les petits, en disant les petits, ça se passe particulièrement mal, on va les dissoudre, et puis les moines vont aller dans les grands monastères. Mais l'idée, c'est de confisquer ces terres pour asseoir dans une révolution fiscale, en fait, une révolution religieuse, dissolution des monastères, au service d'une révolution fiscale qui est d'assurer des revenus pérennes au pouvoir royal pour qu'il puisse mener une politique de fortification, de guerre, etc., etc. Et progressivement, en fait, le mouvement va se généraliser, malgré une révolte très grave, qui est la révolte du pèlerinage de grâce, à partir de 1536 dans le nord de l'Angleterre. Mais
Henri VIII va tenir bon. Le trône chancelle pendant quelques mois. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il remet de l'ordre. Il poursuit la dissolution. Et donc, je dirais, cet exemple montre bien la complexité des motivations d'Henri VIII dans ce qu'il met en œuvre. Mais d'une certaine manière, effectivement, si je me force à répondre à votre question, s'il fallait choisir un mot, je pense qu'aucun des deux n'est bon. Réformateur et révolution. Il y a une dimension révolutionnaire, très clairement. Ne serait-ce que parce que ce qui se passe en Angleterre ne se passe pas ailleurs, où vous avez toute une série de réformes. Je dirais, la violence, l'ampleur des changements est telle que, voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais... Oui, ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à des changements. Ça ne veut pas dire qu'ils vont obligatoirement se produire. Non. En plus, quand sa première fille devient reine, le catholicisme est réintroduit. Le catholicisme aurait pu très bien rester en Angleterre si elle avait eu des enfants, par exemple. Mais la porte est ouverte. Comme il n'y a pas d'enfants, on retourne vers la deuxième fille, Élisabeth, qui va introduire dans la lignée de son père. Elle est beaucoup plus que d'autres. Elle est fidèle à l'enseignement de son père et elle va ouvrir la porte vers ce qui deviendra, alors à la fin du règne, l'anglicanisme. L'Angleterre ne sera plus jamais comme avant, au fond? Je crois, oui. Là, on peut quand même dire ça. On peut être d'accord là-dessus. Oui. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau afin d'évoquer ce personnage absolument fascinant. C'est ce narcissique Henri VIII et son rôle dans l'histoire religieuse européenne. Jean-Pierre Moreau, vous avez publié ce petit livre, Henri VIII et le schisme anglican, un livre paru aux presses universitaires de France, collection Que sais-je. Cédric Michon, Henri VIII, la démesure au pouvoir, un ouvrage magistral, vraiment je vous le recommande, aux éditions Perrin dans la collection Biographie. Et vous avez lancé une petite collection dernièrement qui s'appelle Calippe. Ce sont des petites biographies très accessibles, aussi en prix, 11,90 €. Il y a de nombreux personnages, Soliman le Magnifique, Jackie Kennedy, Napoléon, Catherine II, et donc ce Cicéron, Calippe, une nouvelle collection. Il me reste à vous remercier, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas, nous avons évoqué l'émission La Crosse et le Sceptre, qui va un peu plus loin dans la description de ces personnages ces personnages religieux qui jouent un rôle absolument essentiel dans l'histoire religieuse, au fond de l'Europe, l'histoire religieuse et politique, donc La Crosse et le Sceptre. Et vous pouvez aussi, pour les passionnés d'histoire, aller sur storiavoce.com, j'ai oublié de dire nos archives, sur ktotv.com, dans la rubrique Au risque de l'histoire. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Non, je pensais que vous aviez quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire.